Mais nous, on va passer sur la série, vraiment la série phare de ce premier tour, la série star de ce premier tour. Les Kings face à Golden State, 2-0 pour les Kings. Bien évidemment, vous avez tous suivi, tout le monde a regardé les matchs. Sauf moi, bien sûr, j'ai pas vu le deuxième match. Donc je vais me compter sur mes partenaires pour en parler un petit peu. Rapide tour d'horizon, bien sûr, l'offense à tout va, le beautiful game, tout ça. Deux équipes qui jouent énormément de mouvements off-ball, de hand-off, de passes depuis le poste haut, de cut. Finalement, assez peu de pick and roll et de rebonds offensifs, et c'est deux secteurs qui devenaient clés dans la série. C'est un peu ce que tu mettais en avant, Guillaume, avec ton Berger trade, bien sûr, qui a été relayé jusqu'aux States, on l'a vu, et adoubé par Ben Taylor. Déjà, qu'est-ce que ça fait quand même est-ce qu'il y a quand même une reconnaissance quelque part et puis surtout, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Tu me tends la perche, je suis un peu obligé de la saisir, mais ça se fait comme d'habitude, quoi, en fait, finalement. Très bien, très bien. Non, mais c'est bien un peu non, de mais flex. Ben Taylor a eu la gentillesse de me retweeter 2-3 fois, donc je peux, voilà, c'est l'accomplissement de ma vie. Non, mais Jusqu'à je sais pas, ce que tu sois invité à la place de Dave Dufour. Ouais. Bref, il faut que je bosse l'accent parce qu'il paraît que j'ai pas un bon accent. Et est-ce que c'était un lancement sérieux, pardon, ou j'ai pas saisi s'il y avait une question sérieuse? Non, ou juste vas-y, je t'en ferai parle de la série, du trade que tu avais mis en avant par rapport à le pick and roll, le rebond offensif, tout ça. Je t'en prie, tu peux dérouler. Ok. Oui, série passionnante comme on pouvait s'en douter. Et finalement, elle est assez caractérisée par, pour l'instant, je trouve, par un Mike Brown qui prend un peu le dessus et qui vient, comment dire, d'un point de vue philosophique et stratégique, et pas tant les systèmes hyper précis ou ce genre de choses. Mais ce qui est assez intéressant dans la tactique, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. C'est pas ah ben là, il y a un tel système avec telle action, etc. Mais là-dessus, je trouve que justement, Mike Brown fait un début de série qui est assez dingue parce que il y a plein de constats qu'on peut faire. Mais moi, celui que je fais, c'est que je pense que j'ai jamais vu les Warriors perdre la bataille des possessions comme c'est le cas actuellement. Ce qu'on appelle la bataille des possessions, c'est-à-dire pas que la production sur demi-terrain, mais essayer de générer plus de points en ayant plus de cartouches via des transitions, via du rebond offensif. Et du coup, voilà, tu as plus de tirs que l'adversaire parce que tu as plus de possession. Donc ça va au-delà des ratings. Et là-dessus, ils sont géniaux, en fait. Les Kings sont géniaux et j'avais jamais vu quelqu'un déborder les Warriors comme ça. D'habitude, c'est les Warriors qui débordent les autres. Donc c'est assez étonnant. Bon, on va pas rappeler que Mike Brown était ancien assistant des Warriors, justement. Mais non, pour le coup, en plus, il vient poser un peu un dilemme, et c'est un peu ça le thread que j'avais essayé de faire. C'est essayer justement d'étirer un peu en deux, d'écarteler cette défense, ou en tout cas ce choix philosophique sans doute de Steve Kerr en appuyant à la fois sur le pick and roll d'un côté et à la fois sur le rebond offensif. Et avec un peu au centre de tout ça, le thème de Kevin Looney, en fait, qui est le meilleur rebondeur et le meilleur contributeur au rebond, pas en termes de rebond par match, mais en termes de présence défensive et offensive. C'est celui qui fait des box-out, celui qui apporte le plus quand il est sur le terrain. Et en plus, la défense au poste sur Sabonis, etc. Donc, il y a ce côté, Steve Kerr veut jouer Kevin Looney parce que ça lui permet de jouer gros, en fait, hein, de faire l'opposition à Sabonis, de faire l'opposition au rebond offensif. De l'autre côté, pour créer ce dilemme, du coup, on a un Mike Brown qui, contrairement à d'habitude, les Kings n'utilisent pas beaucoup le pick and roll d'habitude, et là, ils l'utilisent à foison, et ils attaquent Kevin Looney à foison, et ça marche, en fait. Et c'est là-dessus que c'est un peu délicat, parce que du coup, on a une situation où Kevin Looney, c'est pas que lui, hein, c'est pas que lui qui fait mal le travail, c'est le fait de défendre le pick and roll via le drop avec Kevin Looney. Il y a certaines fois où ce sont les extérieurs qui sont pas irréprochables. Bref, donc on a ce truc où il appuie là où ça fait mal avec le pick and roll et Kevin Looney, presque pour forcer Steve Kerr à faire un choix et dire soit je continue avec Kevin Looney parce que ça m'aide pour les rebonds et tout ça, mais sauf que du coup je vais prendre l'eau sur pick and roll, soit l'inverse, soit je prends trop l'eau sur pick and roll, du coup je m'en passe. Mais là-dessus, je pense que si Steve Kerr va sur des line-up plus petits, Mike Brown pourra se dire j'ai gagné, quoi. Parce que j'ai gagné, je vais avoir un Sabonis qui va pouvoir faire exploiter des mismatchs beaucoup plus facilement au poste bas ou sur isolation, et je vais pouvoir attaquer d'autant plus le rebond offensif facilement, quoi. Donc il y a un peu ce dilemme pour l'instant, et même plus globalement,
Mike Brown et les Kings sont en train de tabasser les Warriors au niveau du jeu des possessions, alors que d'habitude, c'était un peu les Warriors qui tabassaient les autres. Ouais, moi j'ai un souvenir, et Cam dira pas le contraire. La saison passée, justement, la série des Grises face à Golden State, où Aïe, aïe, justement, aïe. justement c'est... alors, avec les difficultés de Steven Adams en playoff qui étaient beaucoup moins jouables, etc., mais il y avait Brandon Clark qui avait montré des belles choses sur le premier tour, et en fait, collectivement, où justement, ils avaient inversé cette tendance-là, je me souviens Wiggins faire des moissons au rebond. Je me souviens vraiment de faire un effort collectif et vraiment un effort sur le rebond offensif et qui avait énormément gêné les Grises. Je sais pas, Cam, si tu confirmeras. Je te rappelle un mauvais souvenir. Oui, non, si, non, on est dans le vrai. Ils Donc, ont pas. Visuellement, tu as moins l'impression de profondeur cette année quand tu regardes Golden State, là où l'année dernière, comme tu l'as dit, le danger, il pouvait venir de partout, de chaque membre du 5 majeur, ce qui n'est pas le cas maintenant. il y a aussi une autre chose qui va dans ton sens, Guillaume, par rapport à Kevin Looney sur le pick and roll et la menace sur pick and roll de la Paris King. Moi, je trouve que c'est Fox et Monk qui, en fait, sont peut-être un très mauvais match-up pour Golden State. En fait, Golden State, si tu regardes un petit peu... Alors, j'ai pas les chiffres exacts parce que je l'ai lu il y a 2 jours et je n'ai pas retrouvé l'article pour être tout à fait honnête. Mais c'est une équipe qui, en réalité, concède très peu de drive dans la peinture. Conseille très peu de shoot au panier sur lay-up et suite au drive, mais en fait c'est pas, donc ça en fait du coup une bonne défense vis-à-vis de ça parce qu'elle en concède peu, elle en autorise pas vraiment, ils autorisent pas en fait le drive ni le lay-up à proprement parler. Par contre quand ça arrive et quand ils le subissent, et bien en fait la problématique c'est que ils sont pas forcément très bons dans la défense du panier et du coup en fait et Fox et Monk sont plutôt bons voire très bons et à côté de ça en plus Fox même a un petit bonus et on l'a vu dans les derniers matchs notamment le premier, je peux parler que du premier que j'ai vu, c'est un tueur sur le mid-range et en fait c'est statistiquement le shoot que Golden State laisse le plus. Et donc du coup, moi je vois pas mal notamment de high screen, donc du pick and roll et des écrans un petit peu plus hauts que juste la raquette, et donc du coup pour permettre à Fox de prendre un peu d'élan. Et comme il y a un drop très bas de la part des Warriors, il a toute la place pour tenter un flotteur ou alors s'arrêter, stopper et pull up sur son mid-range, sur l'elbow. Ça c'est des shoots que Fox y met les yeux fermés cette saison. C'est un petit peu dangereux et du coup je trouve voilà, c'était de l'eau à ton moulin. Alors que Antoine nous parle c'est l'article de Joe Virey, ça parfait, je retrouverai du coup grâce à toi, et effectivement j'aurais dû savoir, mais comme ça parlait beaucoup des Kings, un peu surpris que ce soit l'insider des Warriors, mais Mike Brown oblige. Il y avait tout un angle sur Mike Brown et le fait que, étant donné qu'il faisait partie de la maison Warriors, bien sûr, il y avait énormément de choses qu'il pouvait connaître de l'ennemi et de pouvoir s'y adapter. C'est ce dont tu parlais, Guillaume. Cam, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette série? Est-ce que tu voulais apporter un point particulier vis-à-vis de ce Kings Golden State? Vous avez dit le plus gros. Après, visuellement, il y a quand même beaucoup plus d'intensité côté Kings que Golden State. Enfin, après, c'est mon point de vue extérieur. Mais il y a surtout le fait que, je sais pas si vous en avez parlé, j'ai peut-être raté ce point-là. Les Kings font un très bon premier match avec un Sabonis qui est très bien défendu et qui fait pas forcément des bons choix. Bon, sur le deuxième match, c'est beaucoup plus propre, etc. Mais concrètement, en fait, les Kings attaquent à 4. Enfin, c'est-à-dire c'est que Golden State laisse volontairement Sabonis à longue distance. Ils font un peu une Ben Simmons ou un serré long de pivot qui ne sait pas tirer ici. Mais après, moi, c'est surtout Klay Thompson que je retrouve pas sur cette série. Défensivement, j'ai vraiment l'impression que le poids des années se fait de plus en plus. Et comme vous l'avez dit juste avant, vu que les Kings jouent quand même assez petit, c'est compliqué de couvrir Malik Monk et Fox qui font une moisson, que ce soit en contre-attaque ou dès que ça passe les balles. Mais c'est surtout Harrison Barnes, moi, qui m'a surpris. Déjà parce qu'il y a le petit côté affectif du joueur qui a été échangé après une finale perdue et qui n'a jamais goûté les playoffs depuis. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais il fait une très bonne rentrée, il est très propre et c'est du Harrison Barnes. Il apporte dans tous les segments du jeu sans être particulièrement spécialiste, et c'est ce dont les Kings ont besoin en fait face à une équipe qui est très polyvalente et qui n'est pas mauvaise, que ce soit au rebond, etc., mais qui peine à faire la différence. C'est vraiment ça en fait qui me
qui me choque avec Golden State, c'est que sur les deux matchs, il n'y a aucun moment en fait où ils font la spéciale Golden State. T'es mené de 6 points, il y a un temps mort, tu prends un +9, et je retrouve pas ça dans cette équipe. Est-ce que Guillaume, tu Après, voulais ajouter? Bah, parfait, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, je trouve que les Warriors sur le match 2 ont fait beaucoup plus de ce que moi j'aurais souhaité au sortir du match 1, c'est-à-dire être beaucoup plus proactif et comment dire, attaquer plus frontalement finalement, essayer de punir un peu plus sur pick and roll Curry qui attaque des maillons faibles. On sait que c'est pas forcément la base de leur attaque, c'est pas leur identité. Et Steve Kerr est toujours un peu réticent à aller complètement là-dessus, même si ils sont capables de le faire, ils le font hein, quand il faut. Et je trouve que justement, au match 2, ils l'ont beaucoup plus fait. Donc c'est assez intéressant et j'aimerais bien voir encore un peu plus. Et on parle de Curry, mais on peut cibler aussi de différentes manières. Alors même, bon, il paraît que Klay Thompson fait des pick and roll maintenant. Mais tu vois, même du Jordan Poole qui va cibler des mauvais défenseurs en seconde unité. Bon, le problème, c'est qu'il met pas les tirs. Mais la philosophie, elle est bonne parce que c'est un peu comme ça, je trouve que tu vas essayer de punir en fait ce qui est vraiment la faiblesse des Kings. Pourquoi est-ce qu'on était beaucoup à voir les Warriors passer? C'est parce que les Kings sont excellentissimes en attaque, mais assez inquiétants en défense. Et là, le fait est que je trouve que les Kings n'ont pas toujours été suffisamment punis pour être petits ou pour être friables, et ne serait-ce que Sabonis hein, pour le coup. Voilà, je trouve qu'au match 2, ils étaient un peu meilleurs pour y aller directement, y aller franco en fait, hein, faire du pick and roll directement sur Sabonis ou directement sur des mauvais défenseurs. Donc ça, c'est un très bon point. Malheureusement, je sais pas si tu veux qu'on en parle, je sais pas si on a le temps ou pas, mais le problème aussi, c'est la suspension de Draymond. Et bon, enfin, moi je m'en fous un peu de parler de la suspension. Je veux juste parler du fait que sur cette deuxième mi-temps du match 2, ils avaient commencé un peu à trouver une formule avec justement Draymond en 5 et que ça marchait plutôt pas mal. Il se fait éjecter avec 7 minutes au compteur, 7 minutes qui restent dans le quatrième quart-temps, je crois. Ouais, Que c'est ça. les 7 dernières minutes, c'est pick and roll sur Looney, pick and roll sur Looney, pick and roll sur Looney, et jusqu'à la fin. Ces 7 minutes de ciblage de Looney qui apparemment, sur le début de la deuxième mi-temps, semblait un peu avoir perdu sa place, entre guillemets, ou en tout cas, on se dirigeait vers des line-up plus sans lui, parce que du coup, il était devenu un peu plus handicapant. C'est vrai que là, c'est un peu dommage, quoi, parce que non seulement ils auraient pu gagner le deuxième match, déjà ils auraient pu gagner le premier, ah, ça se joue pas beaucoup. Le deuxième, avec un Draymond qui fait tout le match et qui défend, et qui continue de défendre en 5 et sur des schémas un peu différents, ça aurait pu le faire aussi. Là, c'est dommage parce que le match 3, sans Draymond du tout, là, ouais, je commence à être un peu inquiet, à moins qu'on ait une grosse performance un peu en mode Warriors, un peu une explosion offensive, tu as un peu ce côté aléatoire, ce côté pas chance, mais voilà, tu as la réussite avec toi, pourquoi pas, mais là, ça me paraît un peu compliqué de ce qu'on a vu défensivement sans Draymond, c'est dommage, quoi. Surtout qu'en fait, le différentiel qui faisait, c'est justement le différentiel en fait sur demi-terrain, les Warriors. C'est là qu'ils gagnaient offensivement la bataille plus que parce que sur transition en fait ils se font découper, contrairement à ce qu'on disait au début où c'est plutôt Golden State qui implique ça dans ces séries habituellement, et en fait là sur demi-terrain c'était un peu plus équilibré, et c'est là qu'ils pouvaient potentiellement faire le compenser le manque à gagner, surtout que bon bah je les vois pas, voilà, parce que enfin après peut-être vous me direz l'inverse, c'est peut-être un avis là pour le coup purement subjectif, mais je les vois absolument pas gagner le repli défensif, et je vois pas comment ils peuvent réussir à gérer en fait cet atout du côté des Kings. Donc je pariais plutôt sur l'aspect demi-terrain, et notamment avec un bon Draymond Green. Clairement du coup ça enlève cette option, et du coup j'en viens là. Après juste si je peux me permettre du coup, vas-y, peut-être que je non, sur ce point-là en particulier, sur le repli défensif, peut-être aussi que si tu passes sur des line-up plus petits justement, oui, tu vas un peu souffrir au rebond, mais ça peut peut-être faciliter le repli défensif, parce que ça aussi, Kevin Looney, c'est un peu compliqué. Dire. Ouais, avec le match-up Looney qui a du mal à courir. Non, t'as raison, c'est peut-être. En fait, j'ai l'impression que. Non, mais t'as peut-être raison. C'est un avis de ma part pour le coup, donc pas très argumenté et étayé. Donc c'est vrai que j'ai cette image des Warriors pas forcément assez bon en fait à avoir, même au niveau personnel en fait défensif, où j'ai du mal à voir qui va pouvoir défendre sur la transition, des mecs comme Fox et Monk en fait, où je trouve qu'en fait c'est partie des meilleurs
duo dans la ligue pour ça. Et donc j'ai un peu de mal à voir des mecs qui pourraient courir à côté d'eux en fait. Vraiment basiquement. Donc, Ouais, et puis au-delà de ça, il y a un manque de flexibilité ouais. dans l'effectif des Warriors. T'enlèves Draymond Green, qui est une saison calibre défenseur de l'année, ou en termes d'impact en tout cas, ou voilà, dans ces eaux-là, saison d'élite. Derrière, Jonathan Kuminga, sur les minutes, moi je l'ai trouvé un peu pas très bon quoi, au niveau de la défense collective. Donc de facto, il va être amené à jouer un peu plus, mais est-ce que tu peux partir sur des line-up plus petits avec que Kuminga, en gros, en tant qu'intérieur, je sais pas. Du coup, tu vas être obligé de passer pas mal de temps avec Looney, mais du coup, on n'est pas sur ces fameux line-up plus rapides dont tu parlais aussi. Ouais. Et derrière, c'est qui la profondeur à l'intérieur? Il n'y a pas des masses, quoi. Non. Non, et en plus, notamment avec en plus, Kuminga, je trouve que encore une fois, c'est un non-shooter qui n'a pas en fait les atouts que tu vois Draymond a à la passe et dans l'intelligence de jeu, etc. Donc en fait, tu te prives aussi énormément. Et surtout, je trouve que les Kings, et ça va rejoindre le point que tu abordais tout à l'heure, et c'est peut-être le meilleur avantage pour Golden State. Les Kings, je trouve qu'on ont beaucoup mieux joué en fait que je m'y attendais défensivement, mais dans une défense collective en fait. Je trouve que ils sont assez bons sur les aides. Je trouve qu'ils sont assez agressifs sur les aides et ils arrivent en fait à faire la rotation derrière pour pouvoir tout de suite contrebalancer la personne qui va aider et le joueur qu'elle laisse potentiellement. Je parlais justement de Kuminga et de son manche de shoot, etc. Je trouve que les minutes où il était sur le terrain, il y a cet effet où du coup c'est un joueur qu'ils peuvent délaisser et sur lequel revenir ensuite. Et en fait, ça aide vachement défensivement, collectivement. Et je trouve qu'à ce niveau-là, enfin, moi, j'étais assez impressionné. Alors, j'en attendais pas grand-chose. Alors, forcément, peut-être que la barre est basse. Mais par contre, ça pour revenir sur ton point, Guillaume, que tu abordais tout à l'heure avant de parler de l'expulsion de Draymond Green. Et je fais une petite parenthèse. L'article dans le chat de Jérémy QI Basket tout à l'heure, très très bien écrit sur cette expulsion, pour en parler un petit peu plus en amont. Parce que tu disais, Guillaume, sur le fait que peut-être que aussi ça va forcer les Warriors, cette absence de Draymond en attaque, de jouer beaucoup plus directement les faiblesses des Kings, notamment sur le pick and roll, parce que effectivement en fait Fox et Sabonis sur le pick and roll, ils doivent les manger à toutes les positions. Comme l'inverse est vrai pour Looney, en fait, essayer de jouer ce jeu-là et parier sur plus de puissance de feu, en fait. Ouais, et puis même là, tu vois, on peut aussi rendre. Parce que je vois que ça en parle dans le chat, effectivement, l'aspect défensif des Kings, donc on n'a pas trop abordé. Mais dans ce côté attaquer frontalement sur pick and roll, on a noté, enfin moi j'ai noté beaucoup plus de fois où ça jouait le pick and roll, et pas que Curry pour punir un switch, mais essayer de débloquer ce côté short roll, tu sais, de Draymond. C'est-à-dire, quand il y a une prise à deux sur Stephen Curry, il va pas directement plonger jusqu'au panier, Draymond. Il fait une short, un roll assez court, un peu dans l'entrejeu, et à partir de là, il peut faire une action. Sauf que défense des Kings irréprochable, et c'est là aussi qu'on voit l'affiliation de Mike Brown et ancien assistant de Steve Kerr. Bon, Mike Brown, déjà, lui-même est un coach défensif, hein. Mais en plus, il vient de cette école des Warriors qui est spécialiste et spécialisée depuis des années pour cibler les non-shooters, les abandonner et organiser une défense tout autour de ça. Et c'est là-dessus où il y a eu beaucoup plus d'attaques frontales de la part des Warriors, non pas avec des sorties d'écran, non pas avec leur style de jeu habituel, les splits sur post-up ou des trucs comme ça. On a vu beaucoup plus de pick and roll et essayer de débloquer ce genre en short roll. Sauf que Gary Payton non-shooter, parfois Kuminga non-shooter, ou alors, même sans aller jusque-là, il y a des joueurs qui ont été traités comme moyens, enfin des moyens shooters qui ont été traités comme des non-shooters parfois sur certaines possessions. Bref, donc il y avait toujours un peu cette valve de décompression, si vous voyez ce que je veux dire au niveau de la défense des Kings, qui fait que, bah oui, ils sont arrivés assez bien à contenir même ce jeu de short roll, qui est d'habitude un peu la force des Warriors. Et ouais, c'est ça aussi, on peut le donner au crédit des Kings et défensivement, parce que on parle de fameux plans de jeu, des rebonds offensifs et de la transition et attaquer en pick and roll, d'accord, mais là-dessus aussi, je trouve que la défense et les schémas défensifs de Mike Brown, bah, chapeau quoi. Et là aussi, même problème, t'as pas trop d'adaptabilité au niveau de la rotation intérieure des Warriors. Quelle est aussi l'adaptabilité au niveau de la rotation extérieure et des profils que tu mets sur le terrain? Parce que tu vois, on a vu par exemple Gary Payton ne pas faire quelques minutes habituelles dans le match 2 en deuxième mi-temps, et c'est Moody qui est entré sur le terrain. Clairement pour le shoot, mais sauf que Moody pose d'autres problèmes de l'autre côté, etc. C'est toujours les fameux vases communicants.
Payton génial en défense, mais du coup tu le payes un peu trop cher en attaque. Bref, il y a tout ce jeu comme ça et pour l'instant Mike Brown est assez impeccable. Est-ce que, bon, comme je te lance la patate chaude, est-ce que tu vois Vas-y. d'autres choses à ajouter? Est-ce que tu vois d'autres portes de sortie peut-être pour ces Warriors en l'absence de Draymond ou à son retour? Après, c'est 2-0 dans la série, donc le prochain match risque d'être difficile. Moi, il y a aussi cette question qui me pose toujours de la création offensive sans Draymond. Je trouve que bon, bah, c'est plus la même chose non plus du côté offensif du terrain. Parce qu'on sait que voilà, ça joue beaucoup aussi avec lui qui est capable de trouver les lignes de passe, etc. Après les décalages créés par Curry, notamment sur les déplacements en ball. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi dont tu veux parler ou autre? Bah, là, je suis en train de regarder leur depth chart, donc influencer la profondeur d'effectifs qu'ils ont. Alors, c'est pas une équipe que je suis énormément sur l'ensemble de l'année, mais en fait, c'est pas dingue, quoi. Comme vous l'avez dit juste avant, en fait, ben, ton banc, il est quand même moins profond cette année, et tes remplaçants, en fait, il y a des grosses faiblesses sur chaque profil. Bon, moi, déjà, Michael Green, j'adore, mais c'est le seul vrai intérieur qu'ils ont derrière, et bah, tu peux pas l'aligner contre Sacramento parce que tu vas prendre le bouillon. Mais Ah, mais on côté parle de joueur de ailier, basket là, s'il te plaît, quand même. On parle de joueur de ouais, basket. voilà. Non, c'est un, ouvrez les guillemets, c'est un enforcer, tu vois. Vous saviez que, Euh, je sais plus, il me semble que c'est Jokic qui avait déclaré qu'il voulait jouer toute sa carrière avec lui. Bah après, fort au rebond, ça on pourra jamais lui enlever. Mais en dehors de ça, enfin moi je l'ai eu à sa même pied pour savoir qu'il a shooté bien une saison, le fil un contrat, il n'y a Non, plus mais rien. justement, Bref, il était, quand il a dit ça, il était sur un streak, il était, je sais plus, à 50% à 3 points, c'était incroyable. Cela explique cela, voilà, ceci explique cela. après, moi il y a un joueur qui pourrait peut-être être plus aligné, c'est Di Vincenzo. Parce que meneur arrière très agile, qui shoot, que tu peux un peu, comment dire, qui sera propre, qui va pas tellement te coûter en attaque ou en défense, mais en dehors de ça, il y a trop de faiblesses. Enfin, il y a trop de faiblesses. On en a parlé un peu au début, mais Jordan Poole, en fait, il leur faudrait un Jordan Poole qui met 25 points. C'est ça, en fait, le problème. Ou qui en met au moins ne serait-ce que 18 ou 19. Mais si tu mets Poole sur le terrain, c'est du pain béni pour les extérieurs de Sacramento. Et bah, là, moi, j'ai l'impression qu'il leur faut surtout un Curry à 45 points ou à 6 sur 8 à 3 points, quoi. Donc, On a, c'est. Fais gaffe que N5, je me barre. Hein. Je sens que tu prépares ta réplique. Là, J'attendais, attention, je me barre. j'attendais la réaction, on a touché le pool Godwin, si je puis m'exprimer ainsi. Mais après, ouais, surtout là sur le troisième match qui est, je sais plus, c'est quand? C'est ce soir, demain? Après-demain, je sais plus. C'est ce soir. Euh, comment dire? Je vois pas comment ils vont défendre sur le troisième match sans leur meilleur défenseur qui déjà comblait énormément de trous qu'ils avaient dans leur défense. Et si t'es à 3-0, va falloir aller la chercher la fin de série. Je sais pas. Je suis inquiet pour cette équipe. Enfin, inquiet, non, parce que je veux sa mort, mais vous m'avez compris. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Guillaume, avant qu'on passe peut-être Oui, à la mais suite? J'ai je veux l'impression pas qu'on prendre a... tout le temps de parole. Non, non, bah, si je te l'offre, c'est que y a pas de souci. Comme moi, j'ai vu un match en moins, je suis quand même un peu moins. Je me suis tenu au courant malgré tout, parce que je vais les rattraper, c'est sûr. Mais bon, vous avez les deux, bien sûr, la priorité, donc je t'en prie. Eh bien, l'autre aspect que j'avais un peu... Mais rapide, hein, t'inquiète pas. Mais c'est dans la continuité pardon, de ce qu'on a dit. C'est pour le match 3 en tout cas, pas pour la suite de la série, mais je vois pas comment... Enfin, ça va un peu faciliter la vie, je pense, des Kings défensivement aussi, parce que ça va pouvoir... je vois pas comment est-ce que les Warriors vont cibler Sabonis, du coup. Mhm. Parce que enfin, tu peux le faire en amenant Kevin Looney, en admettant que Sabonis défende sur Kevin Looney, mais Looney, c'est pas pareil que Draymond sur short roll, notamment. Donc ça débloque pas les mêmes situations, en plus déjà de toutes les difficultés qu'on a évoquées. Il y a cette option-là, et sinon, bah, tu peux faire des pick and roll entre petits pour créer des switches ou des trucs comme ça, mais du coup, bah, tu laisses tranquille un peu Sabonis. Et ce qui est un peu l'inverse de ce que tu voudrais faire idéalement. Tu as envie de punir Sabonis pour ses déficiences défensives. Mais du coup, ouais, sans Draymond Green, soit tu passes par Kevin Looney, mais bon, il y aura pas les mêmes conséquences ensuite sur le short roll. Soit tu attaques avec quelqu'un d'autre, mais tu as les mêmes limites de spacing pas parfait, donc le Sabonis peut être planqué dans un coin, etc. Et, euh, et ouais, je me demande à quel point
Je sais pas, hein, mais pourquoi pas une expérimentation un peu folle pour ce soir, un line-up hyper offensif ou hyper petit. Je sais pas, ça me choquerait pas qu'il y ait un petit coup comme ça, genre, alors vous allez vous moquer, mais un pool titulaire ou un truc comme ça, ou alors un Gary Payton en 5 sur pas mal de minutes, ou voilà, des configurations un peu extrêmes. Ça me choquerait pas que Steve Kerr joue une carte comme ça sur un match sans Draymond, ou de toute façon, en jouant normalement, ça semble compliqué. Donc attention à la wildcard pour le match 3, je pense. Tripit Kill 8, 8 du coup, si je fais tout en anglais. J'imagine c'est ça ton pseudo, excuse-moi si je le prononce mal. C'est pas comme si Sabonis était le seul point faible en défense des Kings. Mais le problème, c'est que je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'après, en fait, on arrive à un jeu qui est un peu aux antipodes des Warriors. C'est que moi, j'avais presque envie de te dire, ouais, enfin, tu joues de l'ISO pool, quoi. Je vois que c'est très bien approuvé comme solution. Enfin, Excuse-moi, Je préfère ne pas m'exprimer sur la question. non, mais c'est dire à quel point, genre, tu vois, parce que effectivement, genre, c'est l'antipode de ce que font les Warriors et c'est pas vraiment. Mais tu vois, tu parlais de trucs un peu extrêmes et un peu délirants et tout. Mais effectivement, étant donné qu'en fait, tu vas pas jouer ton pick and roll, short roll avec, enfin, classiquement avec Looney, etc. En fait, c'est quoi parce que après, on est d'accord. Après, moi, c'est toujours dans l'optique de t'es mieux avec Curry sans ballon et une option au playmaking pour pouvoir le trouver. Et donc, du coup, réussir à avoir une menace autre que juste sur le porteur pour pouvoir un peu niquer la défense, etc. Donc, en fait, tu te retrouves avec c'est qui porte le ballon autre que du coup, normalement, Draymond Green dans ce rôle-là. Je vois pas Clay faire ça. Non. Je vois pas Gary Payton de faire ça. Je vois pas. DiVincenzo peut le faire, mais plus comme une pièce, comme un connecteur et comme quelqu'un voilà, de milieu de chaîne. Qui le fait en initiation? Personne. Ce sera Curry, mais du coup, tu te prives encore une fois de cette menace qui peut en fait un peu détruire la défense en off-ball. Donc, ça semblait étrange dit comme ça, mais en vrai, c'était un peu réfléchi. Donc, c'est chelou, mais le truc c'est que, et ça revient aussi sur le fait du commentaire dans le chat qui disait donc c'est Tripit qui nous disait ça, c'est pas comme si Sabonis était le seul point faible en défense des Kings. C'est vrai qu'il y a des extérieurs que tu peux mettre dans la sauce aussi, tu vois, et tu peux créer un décalage en fait juste en ISO. Alors après je suis bien d'accord que c'est aux antipodes de ce que fait Golden State, hein. Je parie pas là-dessus. Mais je dis... Non, mais tu vois, ce que fait Mike Brown sur les 2 premiers matchs, c'est à l'antipode de son identité de saison régulière aussi. Et pourtant, il le fait et ça gagne. Ouais, bien sûr. Voilà. Je ne voulais pas jeter de blanc aussi. En plus, le blanc, je faisais autre chose, je croyais que tu lançais cam. Mais c'est quoi, tu disais pool isolation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et non, mais on l'a un peu plus vu sur le deuxième match. Alors, pas isolation, mais pick and roll. Oui, mais je pense que ça peut passer par là. Ça peut passer par là et ça peut aussi passer, encore une fois, je pense, un Gary Payton en 5 avec Sabonis qui est un peu caché sur lui. Ça peut être possible aussi, je sais pas. J'ai vu en plus moi Gary Payton, j'aime beaucoup. Alors je sais pas comment il est au niveau jambes, au niveau endurance, au niveau... Parce que ça a été compliqué cette saison pour lui. Moi je sais que c'est un des petits que tu peux, alors par séquence, hein, parce que voilà, mais tu peux potentiellement quand même mettre en tant que joueur qui va jouer un peu plus gros et qui va faire quand même un peu chier les intérieurs, même si c'est pas magnifique. Mais de toute façon, au point où t'en es sans Draymond, hein, bien sûr, là on parle du Game 3. Autant le tenter, même sur quelques minutes, pour voir si ça marche. Est-ce que vous avez d'autres remarques potentielles, Cam ou Guillaume, vis-à-vis de ça, alors qu'on nous glisse dans le chat Anthony Lem Game, point d'interrogation. Oui, enfin, non, j'ai pas spécialement envie de parler d'Anthony Lem, tu vois. Enfin, vous n'entendrez pas beaucoup de bien de moi venant de lui, donc ça ira pour moi. Je te rejoindrai, mais après, je sais pas si on parle toujours du terrain ou de leur terrain. Mais c'est la même chose, c'est le même problème. Après, voilà, plus sérieusement, ils sont à 2-0, ils sont à la maison là pour le prochain match, c'est le moment pour tenter un peu le va-tout. Il te manque ton meilleur défenseur encore une fois, donc comme Guillaume l'a dit, aller aux antipodes de ton jeu, c'est pas naturel. Mais par contre, perds ce troisième match et t'es dans de sacrés beaux draps, donc faut qu'ils tentent. De toute façon, je pense que le line-up Poole Curry, ils n'ont pas le choix, faut qu'ils l'essayent. Quitte à décaler les clés en 3 et
Advienne que pourra, mais je suis pas hyper optimiste pour ces Warriors-là. Et pourtant, c'est une équipe qui a prouvé maintes et maintes fois qu'ils pouvaient retourner une série. Mais là, j'ai l'impression que le mojo s'est un peu échappé. Mais moi, paradoxalement, je suis pas hyper inquiet de ce que j'ai vu enfin, sur les 2 premiers matchs, hein, il y a match, hein. Enfin, voilà, on pour la répétition, mais il y a match entre les 2. Mmh. C'est juste que là, si tu perds 3-0 parce que Draymond n'est pas là, un enchaînement de des événements qui est pas bon, quoi. Et s'il faut parier sur, bah oui, mais Draymond va revenir et on gagne 4-3, ils vont remonter 3-0, c'est la première fois de l'histoire. Bon, bah oui, effectivement, ça peut tomber sur les Kings, ça serait très Kings, mais ça reste improbable, quoi, pour le coup. Pauvres Kings, on ne le souhaite pas. En tout cas, je ne le souhaite pas. Je ne leur souhaite pas, les pauvres Kings, après un retour playoff aussi marqué de succès pour ces 2 premiers matchs. Je vous propose qu'on puisse clore cette série afin de passer à la suivante.